Canada en tant qu'immigrante réfugiée et ne rien avoir en sa possession. Pas de bagages, pas de valise, pas de souvenirs. Vous en conviendrez que c'est un très grand déracinement. Et c'est ce qu'a vécu notre invitée, Mme Dari Chan, originaire du Cambodge. C'est un grand plaisir pour moi de vous la présenter car elle représente une grande leçon de persévérance. Je suis arrivée au Canada le mois de février 1981. Avant de venir ici, nous avons vécu dans le régime génocide et la famine pendant 4 ans et demi. C'est pour ça que ça m'emmène au Canada. Nous avons décidé de venir d'abord chercher de la nourriture à la frontière thaïlandaise, dans le camp de réfugiés, à côté du camp de réfugiés. Et une fois arrivé dans le camp de réfugiés, il y a des grands pays comme Canada, Australie, Amérique, Français, Allemands, tout ça, ils étaient là. Et donc, nous avons décidé de rester dans le camp. Le Canada, ce n'est pas mon premier choix. Nous voulons aller en Australie, car l'Australie, c'est un pays chaud. Mais selon le parrainage de l'immigration, il faut aller rejoindre la famille. Et mes parents sont à Montréal. Le 1er avril 1975, donc le gouvernement marxiste, les Khmers rouges, se sont emparés du pouvoir au Cambodge, donc à la capitale Phnom Penh. Et c'est un régime, une dictature sanglante qui a eu plusieurs conséquences sur la vie des Cambodgiens. Donc la fin de la liberté d'expression, le travail forcé de la majorité de la population dans des camps ruraux, la privatisation de tous les biens et l'extermination des minorités religieuses, dont la majorité des moines bouddhistes et ethniques également. Donc il y a une première vague d'immigration entre 1975 et 1976 d'une bourgeoisie vietnamienne, donc les fonctionnaires, des membres des forces armées, dont le père de ma collègue, Dari Chang, a appartenu, qui ont pu quitter le pays et immigrer au Canada. Mais c'est une vague qui est minoritaire. En décembre 1978, le Vietnam a envahi le Cambodge et a mis fin à cette dictature sanguinaire. Donc, dans les années 1979 à 82, il y a eu un départ massif de ce qu'on appelle les boat people, de personnes qui ont fui par la voie de la mer dans des camps de réfugiés mis en place par les Nations Unies. À mon époque, il n'y a pas assez des organismes pour nous aider à trouver du travail ou à nous diriger, intégrer dans la société. Non, nous nous sommes débrouillés toutes seules. J'ai cherché pendant 3 mois pour que je trouve du travail dans un entrepôt du magasin, vente en détail. Donc, est-ce que vous parliez assez bien la langue, le Non, français? je ne parlais pas beaucoup. J'étiquette, je travaille, je cochais les nombres qu'on a reçus. Mais les oreilles, j'écoute ce qu'ils parlent. Parce que les collègues de travail m'ont dit que si tu as le secondaire 5, tu peux avoir la promotion. Le mathématique, je passais très vite parce que je connaissais déjà. Mais le français, c'est très lent. Ensuite, il fait faillite, le magasin fait faillite. J'ai demandé à
bureau de Service Canada pour aller étudier, pour avoir un diplôme. On m'a vu mon bulletin que j'ai mathématiques toutes 100%. Et on m'a dit, pourquoi tu ne choisis pas la comptabilité? Et j'ai choisi la comptabilité dans la gestion financière informatisée. Donc, après 1 an, j'ai obtenu mon diplôme, mon certificat, non, mon attestation. Et après, j'ai envoyé 300 CV, je pense, et le collectif des femmes immigrantes m'a choisi. Avant elle et avant les gens qui ont immigré dans les années 70, est-ce qu'il y avait une présence d'immigrants cambodgiens ici à Montréal? Oui, absolument. Dans les années 1950, il y a eu une vague d'étudiants qui ont bénéficié de bourses de l'Église catholique, qui sont venus étudier dans les universités francophones, l'Université de Montréal et l'Université de Laval. Et il y a eu également une vingtaine de religieuses carmélites de la région de Hanoï qui ont bénéficié du statut de demandeur d'asile et qui sont venues dans un couvent au Saint-Jean. Et vers la fin des années 50, début des années 1960, il y a eu l'arrivée d'étudiants venus du Laos et du Cambodge qui ont bénéficié du plan Colombo, qui est un plan de redressement économique pour la région de l'Asie du Sud-Est, et donc qui ont pu étudier également dans les diverses universités francophones. Est-ce qu'il y a des valeurs ou des traditions que vous avez gardées de votre pays que vous conservez encore ici? Oui, comme nous avons gardé toujours la religion bouddhiste. Et quand il y a des grandes fêtes, j'emmène toujours les enfants pour venir écouter la sagesse du Bouddha, rencontrer la communauté. C'est ici que se tissent des liens forts Oui, avec votre communauté. oui. Puis parlant de communauté, ça m'amène aussi à parler aussi de la famille, parce que je sais qu'une valeur que vous avez très forte dans la culture cambodgienne, c'est entre autres, oui, le respect des aînés, mais le fait de rester avec ses parents, de prendre soin d'eux longtemps. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu, vous? Oui, j'ai vécu ça parce que ma mère, mon père étaient assez âgés. Mon père vient de décéder à 94 ans. Il habitait toujours sur la maison de mon fils, séparé une ruelle de chez nous. Je prenais soin de lui tout le temps, donner manger, laver les linges. S'il tombe malade, je dois l'emmener à l'hôpital. La famille a un rôle central chez les Cambodgiens et d'ailleurs là-bas, la famille vit ensemble. Donc la famille nucléaire, le père, la mère, les enfants, mais également les grands-parents, les tantes, les cousins. Et c'est vrai que c'est une structure qui est moins évidente à mettre en place ici au Québec, mais comme l'immigration s'est faite par parrainage, donc les familles ont quand même pu rester l'une autour de l'autre. Et le père, par exemple, si je prends l'exemple de ma collègue Daricham, je sais que son père âgé a vécu longtemps avec eux et n'est pas allé en maison de retraite, déjà parce qu'il était autonome, mais également parce que ce n'est pas une vision qui existe en fait pour la famille. Par contre, ce que je peux dire, c'est que étant dans une réalité québécoise, même si les personnes aînées vont avoir plus tendance à rester dans la famille, il n'empêche que la famille se transforme, le mari travaille, la femme travaille, les enfants ont grandi ici. Donc l'approche par rapport aux aînés se rapproche un peu plus de ce qui existe dans la société d'accueil. J'ai remarqué que les enfants qui grandissent ici, les jeunes, ils ne savent pas vraiment l'histoire, ce qui se passait pendant le régime communiste, le régime génocide. Et comme maintenant je suis assez forte dans le français, je pense que je vais écrire un livre pour dire qu'est-ce qui s'est passé au Cambodge. Est-ce que ça serait une possibilité pour vous d'envisager d'y retourner? Oui, j'aimerais vraiment.
J'aimerais y retourner pour ma vieillesse, vraiment vieillir là-bas.